matinale sur la première. Bonjour Christopher Gigès. Bonjour Charlotte Mess. Alors depuis la semaine dernière, nous sommes en confinement adapté. En tant que porte-parole du gouvernement, quel est le bilan que vous faites de cette première semaine ? Un bilan extrêmement positif. On voit qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été réalisées, notamment dans l'enseignement où c'était un sujet compliqué. On voit que ce qui se passe en métropole sur le déconfinement ou l'adaptation du confinement sur le milieu scolaire est un sujet sensible. Mais là, il y a un énorme travail de fait par Isabelle Chamorro au gouvernement, avec Gilles Brial à la province sud et avec tout le monde éducatif pour que ça se passe bien. J'ai eu également l'occasion d'aller visiter plusieurs entreprises calédoniennes qui ont su faire preuve d'agilité et d'adaptation en mettant des plexiglas, en mettant des distanciations plus importantes avec les clients, en mettant des masques quand il le fallait. Donc un bilan qui est globalement positif et un bilan qui est d'autant plus positif qu'on n'a pas encore de cas cette semaine. Ça fait 23 jours en Calédonie. Vous évoquiez le retour à l'école. Les syndicats, certains syndicats, l'UGPE, l'Union des groupements de parents d'élèves, pointent des différences de chiffres, mais aussi des conditions qui ne sont pas forcément réunies parce que pour l'instant, on est en effectif réduit et que la question se pose pour quand on reprendra en effectifs normaux. Oui, il y a un travail qui est déjà réalisé à la fois par la Nouvelle-Calédonie, mais également par les provinces, parce que je sais que la province Nord et la province des îles souhaitent reprendre à partir du 4 mai. On verra si c'est dans des conditions normales d'effectifs, mais il y aura un travail... En tout cas, pour la province Nord, ils ont dit soit c'est en effectif normal, soit il n'y a pas de reprise le 4 mai. C'est ce qu'a dit le président. D'accord, mais de ce que je sais actuellement, c'est que vu qu'il n'y a pas de cas, on part sur une reprise normale à partir du 4 mai. Il y a un travail qui est fait dans ce sens aussi de la part de la province Sud et de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'a indiqué la présidente de la province Sud hier soir sur votre antenne. Mais on est aujourd'hui dans une logique malgré tout, de faire rentrer dans le quotidien les règles d'hygiène, le respect des gestes barrières, qui doit devenir un quotidien à la fois pour les élèves, mais pour tous les Calédoniens. Quand on voit comment s'est passé le premier week-end de confinement adapté, avec du monde sur les plages, du monde au marché, où même les adultes ont du mal à respecter la distanciation et le mètre normalement minimum entre chaque personne, comment vous espérez que les enfants vont le faire ? De ce que j'ai vu et de ce que Isabelle Chamorro a pu me dire en allant visiter directement, on voit que les enfants respectent parfois un peu mieux que les parents. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mentalités. C'est pas simple. C'est-à-dire que c'est pas simple, mais il y a un travail qui est énorme de la part des professeurs justement pour faire respecter ce travail. C'est pas quelque chose de simple. Je vous mentirais en disant ça. Et je parlais des adultes et de ce qui s'est passé ce week-end. J'ai eu l'occasion d'aller voir aussi les restaurants pour voir comment ça se passait avec des gens qui veulent se retrouver aussi. C'est quelque chose de naturel, mais avec une prise de conscience malgré tout. Chez la grande majorité de la population, on ne pourra pas contrôler tout le monde tout le temps, et c'est pas souhaitable, mais dans la majorité de la population, il y a cette distanciation sociale qui s'est appliquée, mais aussi, et c'est compréhensible, des familles et des amis qui ont envie de se retrouver. En métropole, alors la situation n'est pas la même, on le sait, mais le Conseil scientifique a préconisé le port du masque obligatoire, aussi bien pour les collégiens, les lycéens, mais même dans la population. Quel en est, c'est quoi l'état ici ? Est-ce qu'on part vers la même chose ? Vous l'avez dit, on n'est pas dans la même situation du tout. C'est-à-dire qu'en métropole, on est dans une situation d'épidémie. En métropole, il y a le virus qui circule dans les rues, qui circule dans les différentes villes, dans les différents villages. En Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas le virus qui circule. Donc, nous avons pris jusqu'à présent des mesures qui étaient proportionnées et adaptées à l'épidémie. Et donc, la question du port du masque est quelque chose de conseiller, d'accompagner, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie a commandé des masques de manière suffisante pour ses personnels soignants et pour ses effectifs quand il le fallait, quand il ne pouvait pas y avoir de respect de la distanciation sociale. Mais malgré tout, on n'est pas dans le même cas de la métropole ou dans d'autres pays où il y a une circulation du virus. Quand le virus circule, peut-être que le port du masque est fortement recommandé. En Calédonie, ce n'est pas le cas. Quels sont les éléments scientifiques, donc le comité d'experts qui est consulté par le gouvernement, pour dire qu'à 99,9%, le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie ? Sur quoi on se base ? Il faudra leur demander, je suis pas médecin. Et mais vous les consultez, oui, vous entendez leurs arguments. Oui, c'est le président du gouvernement qui a accès au comité scientifique notamment, mais pour avoir échangé avec les services sanitaires, avec différents médecins, il y a quand même un délai, c'est-à-dire le délai qui est de 23 jours aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a pas de nouveaux cas, il n'y a pas de cas constatés de circulation locale, fait que
la chance, enfin le taux de probabilité qu'il n'y ait pas de circulation locale augmente jour après jour. On était à peu près 80% il y a quelques temps. Aujourd'hui, on est à plus de 95%. On sera en fin de semaine à 98% si c'est pas le cas. Mais la mise en place des différentes mesures de quatorzaine dans les hôtels dans un premier temps, de confinement qui a été pris extrêmement rapidement, nous a permis justement d'éviter le risque d'épidémie. 7h07, vous êtes bien sur la première. Je vous rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes en compagnie de Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 Charlotte Mestre. Christopher Gigès, vous parliez de la mise en confinement. Elle a été décidée après la découverte du premier cas dit autochtone. Il s'avère que ce cas autochtone n'en était pas un. Où en est l'enquête sur le couac qu'il y a eu autour des tests et des échantillons qui auraient entraîné ce couac et donc cette mise en confinement? Oui, comme vous le dites, il y a eu une enquête sur ce cas. Des éléments que je sais, c'est qu'il y a eu une inversion d'étiquette entre les différents tests, mais c'est pas à moi de le confirmer, c'est au service des laboratoires et du Medipol. Mais quoi qu'il en soit, cette mise en confinement stricte de la Nouvelle-Calédonie a permis qu'il n'y ait pas d'épidémie en Nouvelle-Calédonie. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. On se retrouve avec pas de cas autochtones en Nouvelle-Calédonie, pas de circulation locale et des mesures qui ont été finalement proportionnées au moment où elles ont été prises. Et cette enquête, le résultat, les conséquences, qu'est-ce que c'est ? Les conséquences dans quel sens ? Il y a eu une inversion, il y a eu des conséquences. Il y a eu une personne qui a été hospitalisée alors qu'elle n'était pas censée l'être. Elle a été mise en danger. Il y a eu un confinement avec des conséquences économiques. Donc cette inversion d'étiquette, elle a eu quand même des conséquences majeures. Quelles sont, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des sanctions ? Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose ? Il y a une enquête qui est en cours et donc on attend les conclusions de l'enquête sur ce point-là, sur comment ça s'est passé. Vous savez, dans une période d'épidémie, de crise, d'avoir une erreur qui peut être une erreur humaine, c'est quelque chose qui est normal. Enfin, faut pas ça se passe dans d'autres pays, ça se passe dans d'autres zones et ça se passera dans d'autres cas, encore. Sur la question des conséquences sur la question économique, on voit qu'il y a eu un impact économique important sur le confinement, mais ce confinement était nécessaire. C'est-à-dire que cette mesure de confinement, peut-être qu'on l'aurait pas pris ce jour-là, on l'aurait peut-être pris un petit peu après, mais c'était quelque chose de nécessaire pour protéger les Calédoniens. Et on est dans une situation où je crois que tout le monde doit se satisfaire de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, de ne pas avoir d'épidémie au niveau local et de ne pas avoir de cas local. On se dirige du côté du standard pour accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Gigès. Exactement, moi je suis d'avis avec vous parce que vous avez été grande dans cette histoire de Covid-19 là. Maintenant, je voudrais que vous me répondiez à une question. Pourquoi avoir donné 10 millions au Vanuatu alors que vous auriez pu satisfaire 200 familles avec 50 000 francs de cet argent-là? Alors moi, je ne comprends pas ce truc-là. Alors qu'on est en besoin immense d'argent, vous donnez, le territoire donne 10 millions Vanuatu. Ça, c'est fait. Deuxième question, c'est juste comment ça se fait que le seigneur coutumier passe au-dessus du président du Congrès et du OCA. Voilà mes questions. Merci Monsieur Gigès et bon courage à vous. Merci pour tout. Christopher Gigès, sur le million, sur les 2 millions accordés les 10 millions accordés au Vanuatu après le passage du cyclone Harold. Oui, tout d'abord merci Philippe pour ces encouragements. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires en ce sens. Sur la question des 10 millions sur le cyclone Harold, le Vanuatu a été ravagé par ce cyclone et on a voulu faire preuve d'une certaine solidarité pendant cette crise avec le Vanuatu. C'est nos voisins proches et donc 10 millions ont été trouvés, ont été débloqués. Vous savez, nous, on a la chance d'avoir l'État qui nous ont débloqué 29 milliards pour faire face à cette crise. Donc je crois qu'aller débloquer 10 millions par solidarité avec le Vanuatu, avec ce qu'ils ont connu, c'est quelque chose de normal. Et par rapport à l'intervention du Sénat coutumier aux différents districts sur la gestion de la crise, notamment les rapatriements, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Non, mais que le Sénat coutumier soit
informés, associés à des décisions, c'est quelque chose de normal. Par contre, je peux vous dire que le Sénat coutumier ne décide pas de la question des rapatriements. Ils sont consultés sur cette question, mais c'est bien le président du gouvernement, le gouvernement et le haut-commissaire qui décident de ça. Il y a des cas particuliers sur les îles où c'est des terres coutumières, où il y a une place plus importante des aires coutumières qui sont sur place, si le choix du président de la province des îles est de les associer plus, c'est sa responsabilité. Nous, on a souhaité, avec Didier Poidjaliwan, qui est en charge des affaires coutumières au gouvernement, de faire un lien permanent, de les informer. Mais par contre, la décision revient aux collectivités et non c'est d'un coutumier. Et quelle est la différence, parce qu'eux, ils estiment qu'ils ne sont pas assez entendus, quelle est la différence entre consultation et prise de décision associée? Où est-ce que la frontière se situe pour qu'eux, ils puissent s'estimer pas assez consultés et que vous disiez, si, ça l'est quand même? C'est à eux vous devriez leur poser la question, mais vous savez, c'est jamais simple de prendre des décisions. Enfin, j'aime beaucoup la phrase du Premier ministre qui était dite pendant cette crise où on devait prendre des décisions sur des fondements parfois aléatoires et souvent contradictoires. C'est à peu près ça. Et donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde sur les choix qu'on prend, mais par contre, il faut les prendre. C'est-à-dire que les décisions, il faut qu'elles soient prises le moment venu. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais elles sont nécessaires. Et sur le communiqué du district de Païta qui a été émis hier, qui demande les rapatriements à partir du 11 mai et la liste des passagers fournis au district de Païta avec une priorité pour les étudiants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît faisable ? Il n'y aura pas de communication de liste à qui que ce soit. C'est-à-dire que les listes, elles ne sont pas communiquées aux membres du gouvernement. Les membres du gouvernement fixent des critères de rapatriement et c'est sur la base de ces critères qu'on peut faire revenir les gens. Mais commencer à donner des noms à des politiques ou à des coutumiers serait la pire des erreurs. On accueille cette fois-ci Monique. Bonjour Monique. Bonjour à vous. Avec tous mes respects pour M. Gisèle, je voudrais lui demander pourquoi que les prix ont augmenté comme ça. Il faut dire qu'ils ont augmenté. UFC Que Choisir l'a constaté. Et nous, en brousse, d'habitude, un caddie de 17 000 francs, la même chose, exactement la même chose, parce qu'on fait très attention quand on est petit retraité. Le caddie passe à 31 000. Dans un magasin, l'autre dans à peu près 8-10 000, il passe à 25 000. Et on le constate à vue d'œil. Un paquet de couches pour enfants de 2700 qui passe à 4200, c'est quand même aberrant. Après, pour l'histoire de l'avion là qui hier soir, Madame Baquès a bien dit qu'il devait arriver hier matin de bonne heure, l'avion. Alors quand même le gouvernement savait que cet avion allait arriver. Et après, quant aux autres rapatriés qui n'ont plus du tout de nouvelles, moi j'ai quelqu'un, ça fait déjà 7 semaines il est parti. Et là, c'est vraiment la galère. Merci beaucoup Monique pour votre intervention. Bonne journée. Bonne journée à vous. Christopher Gégès, sur les prix. Oui, sur la question des prix, il y a eu une enquête. Je remercie Madame, j'ai pas entendu son nom, Monique pour sa question. Il y a eu une enquête faite par l'ISEE qui montre qu'il y a eu une baisse des prix en mars et une augmentation sur la partie alimentaire de 1,4%. Une enquête est encore en cours sur la période d'avril. Il y a certains chiffres, je vous avoue, qui m'ont étonné moi-même sur le fait de la faible augmentation sur la partie alimentaire. Donc j'ai demandé que l'Observatoire des prix et des marges soit un peu mieux saisi sur cette question et notamment sur la question des produits de première nécessité. Ensuite, il y a une réalité, c'est que les prix du fret augmentent pendant cette période, qui fait que c'est répercuté parfois, même souvent, directement aux consommateurs. Cette augmentation du prix du fret, elle n'est pas que liée à la Nouvelle-Calédonie, elle est mondiale, donc c'est des choses qu'on doit réussir à prendre en compte, mais une enquête est en cours sur ce point-là et sera communiquée rapidement. Et sur les prix, par rapport au prix des masques, au prix des gels hydroalcooliques, qui ont connu des bons, il y a des publications de masques qui sont hors de prix. Vous aviez parlé de contrôle, oui. Quel va être ce contrôle et à partir de quand ?
L'arrêté est en cours de finalisation. Déjà, la semaine dernière, nous avons passé un arrêté qui permet d'exonérer de TGC les masques et les gels hydroalcooliques. Et le contrôle des prix va être, pas cette semaine, mais la semaine prochaine certainement, par un arrêté. Là aussi, il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire que le prix des masques au niveau international a explosé également. C'est pas que... Peut-être qu'il y a des abus dans certaines enseignes en Nouvelle-Calédonie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus localement, mais par contre, le cours du masque au niveau mondial a considérablement augmenté. Mais il faut quand même faire attention à ce que ce ne soit pas un effet d'aubaine. Bien sûr, et c'est bien le sens de la délibération qu'on a votée au Congrès il y a quelque temps, qui permet justement de faire entrer les masques et gels hydroalcooliques dans ce qu'on considère comme des produits de première nécessité et qu'on peut réglementer. Par rapport aux conséquences économiques, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, quand seront versées les indemnités de chômage partiel qui sont permises par le prêt de l'État de 28 milliards ? Je réponds sur la partie des rapatriements très rapidement à Monique. Sur la partie des rapatriements, il y a quelque chose qui est en cours et où on connaît la situation dramatique de certaines personnes et donc ils seront informés extrêmement rapidement de ces conséquences. Sur la partie du prêt de l'État, donc on est en cours de finalisation de la signature avec l'AFD. Ce prêt de l'État, il va nous permettre de payer 15 000 salaires de Calédoniens, 15 000 salaires de chômage partiel à 84% du salaire. Ça n'aurait pas été possible sans cette aide de la France. Donc on est en cours de finalisation. On espère fin avril, début mai. Mais avec Yoann Le Courrieux, nous travaillons pour, si vous me permettez l'expression, racler un peu la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie pour, dans un premier temps, permettre une paye prioritaire de ces salaires. Et ce serait pour quand, les premiers ? Parce que pour l'instant, il y a... Fin avril. Fin avril, ouais. Donc ça veut dire cette semaine. Dans les courants de cette semaine. Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.